tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation qui concerne les techniques d'orpaillage, parce que vous êtes nombreux à chercher de l'or et surtout vous êtes nombreux à chercher à comprendre comment on cherche de l'or dans les rivières. Voilà. Tu peux passer à la suivante. Alors déjà, je voulais vous remercier pour votre présence à tous. Et donc je suis très heureux d'être avec vous. C'est pas souvent que je fais des conférences. Et donc je vais essayer d'en profiter pour vous donner un maximum d'informations utiles. Et j'espère que vous passerez un excellent moment et que vous apprécierez cette présentation. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'orpaillage, c'est une activité qui est non lucrative. C'est avant tout une passion et un sport. Et l'orpaillage a été pendant très longtemps et encore aujourd'hui diabolisé par de nombreuses personnes. C'est une activité qui a été aussi marginalisée au fil du temps. Notamment les exploitations en Guyane française ont contribué à donner une très mauvaise image de marque de l'activité de la prospection aurifère et de l'orpaillage en France. Il faut savoir que cette activité de loisir est encadrée par une législation stricte et par des règles qui sont régies notamment par la DDT et par la préfecture. Donc il faut pour ça une autorisation qui est variable en fonction des départements et des régions. Chaque département a ses propres règles, donc il faut vous renseigner auprès de la DDT et auprès de la préfecture. Actuellement, même en Ariège, même si c'est une zone qui est plutôt réputée très aurifère, et historiquement où il y a une exploitation pendant de longues périodes, pendant plusieurs millénaires, on ne peut pas vivre de l'orpaillage, c'est une activité qui n'est pas rentable et c'est aussi une activité qui est très chronophage. Voilà, donc on ne peut pas faire fortune en cherchant de l'or. Voilà, donc il y a de nombreuses personnes qui veulent faire croire, qui véhiculent le message qu'on peut devenir riche avec la prospection aurifère, mais en fait c'est un mythe. Et voilà, donc alors, il y a plusieurs atouts dans la personnalité du prospecteur, de l'orpailleur. Il faut être patient, il faut être opiniâtre, il faut faire beaucoup de recherches en amont aussi, c'est très important. On ne va pas débarquer comme ça sur un terrain et faire la prospection comme ça, donc ça ne s'improvise pas. Avant d'aller sur un site, il faut d'abord faire beaucoup de recherches en amont, et j'expliquerai un peu plus tard comment on procède à ce niveau-là. Voilà, donc ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'implication personnelle, et l'échec fait partie de l'apprentissage. Même les meilleurs prospecteurs au monde, les meilleurs chercheurs d'or au monde ne trouvent pas systématiquement et ne font pas mouche systématiquement. Voilà. Une zone qui n'est pas aurifère, où il y a soi-disant un échec, cette donnée-là est aussi importante qu'une zone où on trouvera des paillettes d'or. Ça, il faut le savoir. Alors, au fil du temps, j'ai fait une charte du prospecteur. Donc, ce sont des règles qu'il faut respecter normalement pour les usages qu'on en fait de manière traditionnelle, surtout pour l'activité de loisir. Alors, il faut d'abord se déclarer auprès de la direction départementale du territoire, donc la DDT, ou la préfecture de votre département. Ensuite, il faut respecter les délimitations géographiques imposées. Très souvent, certains départements, certaines préfectures vont vous dire voilà, vous pouvez prospecter dans telle ou telle zone. Très précisément, il ne faut surtout pas sortir de cette zone-là. Ensuite, par exemple, en Ariège, on peut prospecter uniquement du nord de Saint-Giron à la limite du département de la Haute-Garonne, donc c'est-à-dire jusqu'à Celle-du-Chalat, entre Celle-du-Chalat et Saint-Giron. Après, il y a d'autres départements où les règles sont différentes. Il y a d'autres départements où il n'y a pas de limitation de zone géographique. Ensuite, il faut avoir l'autorisation du propriétaire. Des fois, on peut tomber sur des lieux privés. Donc, la moindre des choses, même si vous rentrez dans un champ, c'est un lieu privé. Donc, il est recommandé que vous ayez l'autorisation du propriétaire pour exercer ce loisir. C'est très important. Ça vous permet aussi d'expliquer ce que vous faites, de susciter aussi l'intérêt par rapport à ça. Ça permet d'instaurer un climat de confiance, donc c'est très important d'avoir l'autorisation du propriétaire. Alors, il y a un sujet qu'il faut qu'on
qu'on accentue aussi dans les usages du prospecteur, c'est la remise en état du site, c'est-à-dire reboucher les trous, remettre les galets, ne laisser aucune trace de votre passage. Ce sont des choses qui sont essentielles parce que très souvent il y a des prospecteurs qui sont débouchés en fait et qui détruisent complètement certains sites, des frayeurs ou des plages. Donc ça, je le dis, je le répète, il faut reboucher vos trous, remettre le site en état et ne laisser aucune trace de votre passage. C'est très important. Le respect des dates de frayage, de reproduction des poissons. Donc déjà, on ne cherche pas de l'or dans les frayères. Déjà, c'est pas recommandé, voire interdit. Et donc il faut respecter les dates. Souvent, c'est calé sur les dates des pêcheurs, donc l'ouverture de pêche et de fin de pêche. Voilà. Donc en général, c'est de avril-mai jusqu'à octobre en Ariège, par exemple. Voilà. Ensuite, donc, il faut respecter le bedrock, les berges et la végétation. Donc, arracher le moins possible la végétation parce que les racines permettent de préserver les berges. Sinon, il va y avoir une accentuation de l'érosion. Donc, ça peut poser problème. Voilà. Donc ensuite, il ne faut pas utiliser de matériel robotisé. Donc par exemple, les pompes électriques qui fonctionnent à essence ou au gasoil, toutes ces pompes-là, c'est interdit. C'est uniquement un usage manuel, non motorisé. Cela étant dit, les pompes manuelles, ça, on peut utiliser. Voilà, il ne faut pas que ce soit motorisé. Ensuite, il y a un autre point qui est essentiel, c'est la récupération des polluants et des déchets, le nettoyage du site. En tant que prospecteur ou chercheur d'or, vous devez impérativement nettoyer les sites, donc c'est-à-dire enlever les métaux en fer, enlever les plastiques, tout ça. Donc ça fait partie de nos usages. C'est très important. Voilà. Donc respecter l'environnement naturel et surtout en milieu agricole, respecter le matériel, les animaux, les clôtures et les sites d'exploitation. Voilà, donc, il faut que vous donniez une bonne image de marque, une bonne image de votre loisir. C'est important de respecter ces différents points. Et enfin, il faut respecter les visiteurs et les promeneurs. Donc l'endroit où vous prospectez, c'est pas à vous. Donc il faut tolérer aussi la présence d'autres personnes. Voilà. Enfin, petit rappel. Le terme orpaillage, tel qu'il est défini par la loi, c'est la prospection dans les rivières uniquement. Donc vous pouvez chercher dans les montagnes, loin des rivières, dans les affleurements rocheux, dans les failles en montagne, loin des rivières, ce ne sera pas de l'orpaillage. L'orpaillage, c'est quand on est dans la rivière. Voilà. Ensuite, alors, le ramassage des déchets. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. On trouve souvent des déchets de différents types durant la sortie de prospection. Donc ça peut être par exemple des objets anthropiques, donc issus d'activités humaines, des objets en fer. On trouve aussi beaucoup de plombs de pêche et de chasse, qui sont un excellent indicateur, on verra pourquoi plus tard. Voilà, on trouve donc toutes sortes de résidus. Donc il faut les ramasser, et vous les jetez ensuite à la poubelle ou à la décharge ou au recyclage. Vous déployez les sites pendant la prospection et surtout, s'il y a des gros soucis, il faut le signaler auprès de la DDT ou de la préfecture. Je pense par exemple aux dépôts sauvages. Souvent, il y a des artisans, ils font du dépôt de gravats ou des dépôts de matériel rouillé. Donc ça, il faut le signaler auprès de la DDT. En fait, en tant que prospecteur et orpailleur, vous êtes ambassadeur de la protection des rivières. Donc, il faut que vous fassiez passer le message, c'est très important. Alors, en Ariège plus particulièrement, l'orpaillage et la prospection aurifère sont des activités culturelles et ancestrales. Donc la pratique de l'orpaillage fait partie du patrimoine et l'activité de prospection existe depuis plusieurs milliers d'années et sans doute vraisemblablement depuis l'âge de bronze, ces âges beaucoup plus anciens. Ensuite, il y a l'activité pastorale qui fait partie intégrante de l'histoire de l'Ariège. Et il faut savoir que pendant très longtemps, la prospection aurifère a été conduite par les femmes dans certaines familles et que ça servait de complément de revenus pour certaines familles. Voilà. C'était une véritable industrie pendant très très longtemps. Voilà, donc depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il existe encore des prospecteurs
à l'ancienne, on va dire, de nos jours, j'en connais un ou deux. Mais bon, la politique actuelle du département, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de promotion ou pas trop de valorisation de cette activité. Donc il y a tout un pan de l'histoire et du patrimoine qui malheureusement est en train d'être oublié, délaissé. Donc ça, c'est assez problématique, je trouve. Voilà. Donc, lorsqu'on est un chercheur d'or, il faut se mettre à notre place par rapport à ce qui nous entoure. On est avant tout des naturalistes, on est aussi des géologues et des historiens. Hein, et il faut prendre conscience que trouver de l'or, ça permet d'avoir sa place dans l'univers, et c'est prendre conscience de notions d'espace, de temps, et notamment d'infiniment grand, parce qu'il faut regarder l'environnement qui nous entoure, et aussi l'infiniment petit, parce qu'en observant les minéraux ou les formes des paillettes d'or, on va pouvoir déterminer, comme en balistique, des informations sur l'origine, la provenance, la composition, ce genre de choses. Alors, un petit topo sur la formation des Pyrénées, parce qu'il faut comprendre que les principaux gisements aurifères dans le monde sont liés à la présence de montagnes. Donc, en Europe, tout ce qui est montagneux, les Alpes, les Pyrénées, les Carpates, tout ça, même au Maroc, l'Atlas, sont des zones de sources d'or, en fait. Voilà. Donc, les Pyrénées se sont formées lorsque la plaque ibérique est venue s'encastrer sous la plaque européenne par la plaque africaine. Donc, ça fait un mouvement vers le nord comme ça, ce qui explique qu'il y ait des chaînes de montagnes ici et la formation des Pyrénées. Donc la formation des Pyrénées, pour résumer et simplifier, c'est fait en 2 cycles. Donc le cycle qu'on appelle varisque ou hertzien, qui a eu lieu entre 345 et 260 millions d'années, ça a contribué à la formation d'une immense chaîne de montagnes qu'on voit ici. Alors tu peux envoyer l'image suivante. Voilà, donc ça, à cette époque-là, durant 345 et 260 millions d'années, il y avait une énorme chaîne de montagnes ici qui était aussi haute que l'Himalaya. Et donc au final, je peux revenir à l'image précédente. Voilà. Au final, cette chaîne de montagnes a été complètement effacée, complètement érodée à cause de l'érosion, concrètement. Et durant cette époque-là, il y avait une forte poussée de ces 2 plaques. Ça a entraîné des phénomènes de métamorphisme. Donc les métamorphismes, c'est la transformation de roches par la pression et la température au fil du temps. Il y a eu aussi l'apparition de volcanisme et d'hydrothermalisme. Donc tous ces phénomènes permettent de prendre des éléments qui y a au fond dans le manteau sous la couche terrestre et les faire remonter à la surface, donc y compris l'or. Ensuite, il y a eu un deuxième cycle qui est beaucoup plus récent, entre 40 et 20 millions d'années. Donc c'est le rapprochement de la plaque ibérique et de la plaque africaine qui a contribué à la formation des Pyrénées et dont l'érosion est en cours. Alors saute 2 images s'il te plaît, Claude. Voilà, donc là on voit ici, il y a 40 millions d'années, la plaque ibérique qui se forme ici, qui est poussée par cet énorme colosse vers le haut. Voilà, suivant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les principaux gisements aurifères dans les Pyrénées proviennent de la période entre 580 et 260 millions d'années, donc c'est-à-dire durant les périodes de l'Ordovicien, du Silurien et du Dévonien, où il y a eu la formation des principaux gisements aurifères. Ensuite, il y a, entre 345 et 260 millions d'années, il y a eu une remontée de matériaux des profondeurs, de roches métamorphiques et magmatiques, les plutons, notamment les granites, en fait, qu'on trouve dans la vallée du Ribéroque, par exemple. Et il y a eu un phénomène de volcanisme et d'hydrothermalisme qui a contribué à la formation de gisements aurifères mésothermaux, on appelle ça. Donc ce sont les matières qui viennent du plus profond de la Terre, qui passent par les failles ou par le volcanisme et qui sont remontées et ensuite qui se solidifient. Donc ça s'est formé durant cette période-là. Passe à l'image suivante. Voilà. Ensuite, il y a une autre période qu'il faut retenir, c'est la période de 20 millions d'années jusqu'à nos jours, où en fait toutes ces roches ont été érodées
Et ces gisements primaires contenant de l'or se sont transformés en gisements secondaires dans des dépôts dans les rivières. Donc, tous les bassins sédimentaires qu'il y a au fond des vallées sont apparus entre 20 millions d'années et aujourd'hui, et ce sont des dépôts d'or, en fait. Voilà. Donc, en deux phases. C'est ce qu'il faut retenir essentiellement. Ce sont ces deux notions-là. Suivant. Voilà, donc là, ça explique la poussée de la plaque ibérique sur la plaque eurasienne, en fait. Donc là, on a la France ici, l'Espagne ici. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on voit bien qu'il y a la plaque qui est la plus dense, qui pénètre dans le manteau terrestre. Et du coup, dans ces parties-là, il va y avoir fusion et ça va remonter par les failles. Ça va remonter, voilà. Et donc, ça alimente la partie supérieure de matériaux qui viennent des profondeurs. Voilà. Ça le fait de manière permanente, même encore aujourd'hui. L'exemple concret, c'est par exemple les eaux sulfureuses qu'on va trouver dans certaines contrées ariégeoises et dont certains termes ont été utilisés pour soigner, par exemple, la Luchon. C'est un très bon exemple. Voilà. Donc, il y a toujours une remontée de matériaux. Ensuite, il y a la pluie qui va tomber. L'eau va s'infiltrer. Alors, il y a de l'eau météoritique qui provient des profondeurs et qui remonte, chargée en minéraux. Il y a aussi les précipitations, donc la neige, la pluie, qui vont rentrer dans les failles et puis se réchauffer et se gorger de minéraux et de matériaux et de fer, d'éléments et remonter à la surface. Donc, c'est un site qui est permanent et perpétuel. Donc, il y aura toujours de l'or dans les Pyrénées, en fait, concrètement. Voilà. Tu peux passer à la suite. Alors, donc, un petit topo sur l'empaillage en arrière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les gisements qui contiennent de l'or, ce sont des gisements qui sont disséminés, invisibles, au niveau atomique, en fait. Et c'est de l'ordre de 0,5 g à 15 ou 20 g à la tonne. Et ce sont essentiellement dans les gisements métallifères sulfurés, donc qui contiennent des sulfures, donc sulfure de fer, sulfure de plomb, argentifère, sulfure de manganèse, de zinc, de cuivre, donc la pyrite, la calcopyrite par exemple. Donc là vous avez un exemple de roche. Tiens, ça c'est une roche sulfurée qui contient la pyrite. Et voilà. Donc l'exploitation de l'or a débuté, et puis des métaux en général, a débuté durant l'âge de cuivre, durant le Chalcolithique. Alors on ne sait pas trop la période, mais ça se situe dans les 6000 à 4000 ans avant Jésus-Christ. Dans la zone de 4000 à 2500 avant Jésus-Christ, où on a fabriqué les premiers objets en or et en bronze aussi notamment. Ensuite, il y a eu l'âge de bronze, où l'extraction a pris plus d'ampleur. Donc l'âge de bronze, c'était dans les 3000 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite est venu l'âge de fer, où là il y a eu une exploitation aurifère qui s'est intensifiée, y compris pour les autres métaux. Et puis les techniques aussi se sont améliorées au fil du temps. Et il y avait l'Ariège a une particularité, c'est qu'il y avait de nombreux peuples et de nombreuses tribus qui ont participé à cette industrie minière, donc que ce soit l'or, le fer, le cuivre, tous ces métaux qu'on voit ici. C'était des peuples de métallurgistes. Ils avaient donc une certaine puissance, en quelque sorte. Ils étaient indépendants et autonomes. C'était un peuple de montagnards et un peuple qui savait manier les forges, les métaux. Donc ils étaient très compétents et ils ont au fil des invasions successives, que ce soit les Celtes par exemple ou les Romains, on n'a jamais réellement pu les soumettre en fait. Voilà, donc c'était un peu les irréductibles en quelque sorte. Voilà. Ensuite, donc, il faut retenir que la prospection aurifère est essentiellement effectuée dans les rivières, dans les glaciers en rivière, qu'on appelle des mines dans le jargon, mais ce ne sont pas des mines. En fait, ce sont des dépôts aurifères d'or secondaire qu'on trouve dans les dépôts sédimentaires, dans les rivières, à certains endroits. Je vais expliquer ça après.
Donc il n'y a pas vraiment de mine d'or officielle telle qu'on l'imagine, où on va creuser et on va trouver des blocs d'or comme on peut trouver dans certaines contrées en Amérique du Sud, au Canada, ou ce genre de choses. Voilà. Alors, quand on fait de l'orpaillage, de la prospection aurifère, il faut d'abord faire des recherches et localiser où sont les mines, où sont les gisements métallifères. Ça permet d'identifier de quelle nature sont ces gisements, donc si ce sont des oxydes métalliques, des sulfures métalliques par exemple. Ça permet de les localiser, ça permet aussi, donc là par exemple les différentes couleurs, ça vous permet de connaître le type de métal qui était exploité. Donc en Ariège, c'est une zone qui est très minière, avec plus de 400 à 500 mines qui ont été référencées. Ça c'est une partie de la carte que j'ai faite, j'ai mis 3 à 4 ans pour la faire, et je l'alimente encore aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a des bandes de cuivre, des bandes de fer. Voilà, donc la première étape quand on prospecte, c'est chercher les mines. Donc éplucher toute la doc, le BRGM, la littérature, les archives, et trouver où sont les mines, les exploitations minières, ce genre de choses. C'est la première étape, c'est très important. Là, vous avez aussi tout ce qui est marbre et ardoise, en blanc aussi. Voilà. Donc c'est une carte qui est très complète et que j'ai pu corroborer avec d'autres sources d'informations. Il y a au moins 10 à 15 sources d'informations différentes pour différentes mines de cette carte. Donc c'est très fiable comme données. Voilà. Ensuite, on localise les forges. Parce que bon, les gars, ils ne vont pas faire les forges à 36 000 km des sites d'exploitation, parce qu'il y a beaucoup de matériaux à traiter. Donc là, on a une carte de répartition des forges en Ariège, qui corrobore aussi celle de l'exploitation des gisements miniers. Souvent, c'est dans la vallée, un peu plus bas par rapport aux zones d'extraction. Voilà, donc ça permet d'avoir d'autres informations complémentaires, notamment sur l'histoire de la métallurgie de la zone dans laquelle on fait des recherches. Ensuite, il faut faire des recherches donc, dans la littérature, dans les archives, dans les articles. Par exemple, là, c'est une carte sémantique de tous les noms que j'ai relevés depuis maintenant 5 ou 6 ans, de toutes ces sources-là. Donc Rémur, Dietrich, Guettard, Dubois, BRGM. Donc dès que je trouvais un nom de toponyme, je l'inscrivais sur la carte. Et du coup, il y a des schémas qui apparaissent. Donc, par exemple, cette zone qui est très aurifère, la zone de Bari, Paillès, tout ça. On a aussi donc, toute cette vallée-là qui est très aurifère. Je crois que c'est le Dévernay, je crois. Ensuite, vous avez donc d'autres vallées. Voilà, donc ça permet d'avoir une lecture sur qu'est-ce que les anciens ont exploité jadis et où. Voilà, donc ça, c'est important d'établir ce type de carte, quelle que soit la localité où vous voulez chercher de l'or. Donc ça rentre en complément avec la carte des gisements miniers suivants. Ensuite, il y a une autre étude qu'il faut faire. Ce sont les indices toponymiques dits de la tradition aurifère ou minière. Donc, il y a des toponymes qui existent. Donc là, j'en ai répertorié un maximum. Donc on remarque que statistiquement, il y a des zones de plus grande densité où il y a des toponymes qui sont liés à l'or. Donc ça peut être par exemple Augirin, Argin, ça peut être Angibé, ça peut être la rate, donc tous les préfixes en AU, AR, OR. Voilà. Donc il y a beaucoup de noms de rivières qui ont ce type de toponymie, et ça nous donne des indications sur les endroits dans lesquels potentiellement on peut trouver de l'or. Voilà. Alors, juste une parenthèse, si on ne fait pas tout ce travail en amont, c'est même pas la peine d'aller à la rivière. Voilà. Ensuite, donc il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les dépôts d'or primaire, dépôts aurifères primaires, les dépôts aurifères secondaires. Les dépôts aurifères primaires, c'est de l'or qui est dans la roche in situ, souvent disséminé à plusieurs grammes à la tonne. Donc c'est issu de filons quartzeux minéralisés qui proviennent de matériaux de profondeur, en fait, qui sont cristallisés concrètement. On peut trouver aussi des gisements primaires sulfurés et métalliques aussi. Donc toutes les mines que je vous ai montrées avant sont essentiellement des mines à sulfure.
Voilà, donc la concentration d'or varie en fonction des roches et en fonction des strates dans lesquelles on est. Ensuite, l'érosion fait son travail, l'érosion va attaquer ces roches. L'or va être libéré et ensuite il va s'accumuler dans les dépôts aurifères secondaires où là on va trouver des concentrations sur les placiers en fait. Donc une fois que les roches sont altérées et ont été dégradées, ici, on retrouve l'or dans les gisements secondaires, dans les rivières directement. Alors, donc on les trouve dans ce qu'on appelle les glaciers éluvionnaires. Donc les glaciers éluvionnaires sont les glaciers qui sont issus de l'écoulement des eaux de pluie, en fait, les petits ruisseaux de montagne de l'écoulement des eaux de pluie. Et les glaciers alluvionnaires sont situés au niveau de la rivière. Et ce sont les plus faciles à exploiter. Voilà. Alors, chercher de l'or, voilà, ça ne s'improvise pas, ça requiert un savoir-faire et des techniques. Cela étant dit, c'est une activité qui est à la portée de tous, donc aussi bien les pères de famille, les mères de famille, ou les enfants à partir de l'âge de 12-13 ans, parce qu'avant ils ne sont pas assez concentrés, et voilà. Donc, ensuite, je voudrais expliquer qu'un orpailleur n'est pas un prospecteur. Un orpailleur, lui, il va chercher de l'or pour faire du profit et des bénéfices, c'est un métier. Le prospecteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est faire du ciblage pour savoir quelles zones sont aurifères et quelles zones ne le sont pas, et à quelle quantité, quelle concentration. Voilà. Donc moi, je suis plutôt, par exemple, un prospecteur, en fait. Alors on n'est pas dans les émissions de télé-réalité, souvent c'est exagéré dans les émissions de télé-réalité. Puis bon, on sert comme des bourrins, donc c'est pas du tout notre délire à nous en tant que prospecteurs. Et il dénature aussi beaucoup l'environnement et pollue beaucoup aussi. Donc, la prospection de loisirs, la prospection aurifère de loisirs, c'est une activité qui est tolérée par l'État en fait, par le code minier et par les préfectures en fait. Voilà, donc, alors pour chercher de l'or, on utilise deux outils. Donc soit la battée, donc ça c'est une battée, c'est ce qu'on appelle le chapeau chinois concrètement. Donc ça, c'est l'outil qui a été utilisé pendant des siècles en Ariège notamment. Soit on utilise le pan, donc le pan américain, donc qui est conique mais à fond plat, en fait, souvent en plastique. Pourquoi on l'appelle pan? Parce qu'à l'époque de la ruée vers l'or, il prenait une poêle, il coupait la queue et puis il utilisait ça pour chercher de l'or. Voilà. Seulement, dans les versions actuelles, on voit ici des rifles ici, qui vont retenir les matériaux lourds quand on chasse l'eau. Alors je vous présenterai les techniques proprement dites. Oui. Pour la bonne compréhension de tes propos, pan, c'est la poêle en anglais surtout. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Exactement. Merci de le rappeler. C'est tellement évident qu'en fait que donc le pan, ça veut dire poêle en anglais. Donc il prenait une poêle, il coupait la queue et il avait de l'orex. C'est un outil qui n'était pas très cher. Alors, le rôle principal de ces différents outils, c'est de jouer sur le fait que l'or est dense et très lourd. Et donc, on va mettre à profit le bénéfice de la gravité pour faire descendre les paillettes d'or au fond du pan. Donc, notre ami, c'est la gravité, pour résumer. Alors, tu peux faire suivant. Alors, ensuite, on peut utiliser un autre outil qu'on appelle le sluice, ou la rampe de lavage. Donc c'est une sorte de canal, c'est une mini-rivière en fait, dans lequel on va mettre des rifles, des taquets et de la moquette, on va mettre des tasseaux, et on va créer un courant laminaire, et comme là ici il y aura des zones de turbulence qui vont faire tomber les paillettes d'or juste après les tasseaux, les rifles, ou qui va être emprisonné par la moquette. Donc ça permet de séparer les matériaux denses qui vont rester dans le sluice, dans la rampe, et les matériaux légers qui vont être chassés vers l'extérieur. Donc ça permet de discriminer les matériaux qui sont denses et lourds des matériaux qui sont légers. Voilà. Donc suivant le type de substrat qu'on va mettre en rentrée ici,
Suivant le type de sable, on va choisir telle ou telle maquette, telle ou telle moquette, ou tel système de rifle. Voilà, donc par exemple, là vous avez une rampe ici, avec donc, les rifles, donc ce sont des obstacles. Il va y avoir donc un courant laminaire qui va partir vers moi. Là, on met les matériaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir dans ces différents rifles un effet physique qu'on appelle l'effet Venturi, qui crée des zones de turbulence. Et donc, les paillettes d'or vont se loger entre les interstices des rifles, en fait, concrètement. Voilà. Donc, suivant. Alors, quand on cherche de l'or, ça c'est une partie qui est importante, il faut qu'on cherche des indices. Dans la nature, il y a un indice qui permet quasiment à 90% à coup sûr de trouver des paillettes d'or, ça va être la présence de plomb dans les substrats. Donc les petits plombs de pêche, les petits plombs de chasse, si on trouve du plomb, en général, il y a 90% de chances de trouver des paillettes d'or. Pourquoi? Parce que le plomb et l'or sont quasiment de même densité, ils sont très lourds, donc ils sont très copains tous les deux, on les trouve souvent ensemble. Ensuite, il y a les objets en fer. Donc les objets en fer, c'est un indice, quand on voit des objets en fer, on se dit, ah là tiens, là il y a eu des dépôts de matériaux lourds. Donc très souvent, quand on trouve des objets en fer, on peut trouver des particules d'or. Alors si en plus on a des objets en fer et des objets en plomb, là on trouve des paillettes d'or presque un peu sûr dans le substrat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les hématites. Donc les hématites, ce sont des oxydes de fer métalliques. Donc c'est très dense, c'est très lourd. Là, il y en a d'autres exemples. Donc, ce sont des oxydes de fer naturels. Donc, on en trouve de différentes couleurs, de différentes formes. Ça varie de la couleur orange, brune, au noir foncé ou marron. Voilà, donc quelques exemples ici qu'on trouve dans une marmite. Donc, c'est un autre indicateur visuel qu'on peut voir directement sur. Là, il peut y avoir de l'or parce qu'on trouve des hématites, parce que les hématites, c'est lourd, en fait. Donc, voilà. Donc, ça se présente sous différentes formes. Il y en a, on a l'impression que ce sont des météorites, mais en fait, non, c'est juste des hématites. Voilà. Ensuite, il y a le quartz. Alors, le quartz, c'est un très grand indicateur de présence d'or. Donc, soit le quartz brisé, soit le quartz coulé. Là, il y a par exemple des exemples de quartz ici. Voilà, donc ça, c'est du quartz minéralisé. Voilà, donc plus le quartz qu'on trouvera sera impur, minéralisé, oxydé, fumé, mieux ce sera. Ça veut dire que dedans, il y a des inclusions de métaux, d'oxydes métalliques, y compris de l'or. Voilà, donc,